Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'un des tout meilleurs jeux vidéo du monde. Et il s'agit de Slay the Spire, mais dans sa version, dans son adaptation jeu de société qui sort à la fin du mois. Mais comme la vidéo sortira dans un petit moment, je pense qu'elle sortira plus ou moins le jour de la sortie. C'est une édition qui est localisée par Matago, c'est issu d'un financement participatif dont j'ai la version du coup collector avec un contenu un peu plus premium, mais vous aurez à peu près le même contenu sans les tapis de jeu dans la version boutique. C'est forcément sous l'égide de Megacrit qui est l'éditeur d'origine. Et pour moi, Slay the Spire, c'est vraiment l'un de mes jeux préférés, celui qui m'empêche de dormir la nuit parce que j'y joue généralement jusqu'à 2h30, 3h du matin, ce qui fait que je suis dans le coltard le lendemain. C'est un jeu de deck building, un jeu roguelike, un jeu avec un contenu fou. On a 4 personnages avec 4 gameplays vraiment différents, avec leur pool de cartes différents. On a plusieurs actes. Dans ces actes, on a des ennemis, on a des élites, on a des reliques, on a des potions, on a des trésors, on a accès à des marchands, on a des zones de jeu qui sont du coup créées de manière procédurale. On a vraiment un contenu oufissime. Et si jamais ce n'est pas assez pour vous parce que vous êtes ultra bon, eh bien il y a ce qu'on appelle l'ascension. Vous pouvez monter jusqu'à 20 niveaux de difficulté au niveau de votre jeu. Et autant j'y joue beaucoup, autant je ne vais quand même pas très loin au niveau des difficultés. Généralement je suis bloqué au niveau de l'ascension numéro 5. Et encore une fois, si ce n'est pas assez pour vous, il y a des défis quotidiens. Chaque jour, il y a un défi avec un classement où eh bien, vous avez une disposition différente. Vous choisissez pas votre personnage, il vous est imposé. Il y a des conditions, des bonus et des malus qui sont obligatoires pour cette partie, ce qui vous donne une rejouabilité folle. Un jeu qui coûte 10 €, un jeu présent sur smartphone, sur ordinateur, sur Switch, PS4, Xbox, tout ce que vous voulez. Alors, quel est l'intérêt de sortir un jeu de société? J'ai été le premier à le décrier, à dire que c'était probablement le meilleur jeu du monde, mais qui n'avait aucun intérêt, tant le jeu pouvait être compliqué au niveau de l'entretien, au niveau de gérer tous les statuts positifs, négatifs, de l'utilisation de toutes les reliques, où il faut se rappeler comment les utiliser, etc. Ce jeu, pour moi, n'avait aucun intérêt. Un jeu qui coûte en plus 105 €, 110 €, donc 10 fois plus cher que le jeu de base, 11 fois plus cher que le jeu de base. Pour moi, ce jeu n'avait pas lieu d'être, même s'il pouvait être une des meilleures adaptations. Et je me suis trompé, ce jeu est merveilleux. Il corrige, il améliore, il répond plutôt à toutes les interrogations que je pouvais avoir. Déjà, on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est? Slay the Spire, c'est un deck building. Vous choisissez un de vos personnages. Moi, ici, j'ai pris le défectueux, qui est probablement le personnage le plus sympathique du jeu. Mais vous avez également le soldat de fer, la silencieuse et la plus contestée, parce que un peu plus dure quand même, je l'apprécie beaucoup moins, la gardienne. Vous avez les 4 personnages du jeu, 4 personnages qui ont un gameplay totalement différent, avec leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. C'est un jeu de deck building. Vous commencez avec un deck de départ qui est probablement composé de 11 cartes. Raté, il n'y en a que 10. Et vous piochez 5 cartes en main. Et sauf que vous commencez pas par jouer tout de suite, vous êtes sur ce plateau-là. On est à l'acte 1, il y a 3 actes. J'ai oublié de tirer le boss, mais il y a un boss qui est tiré ici aléatoirement parmi 3, les mêmes boss que dans le jeu de société, que dans le jeu vidéo. Et vous allez choisir votre chemin pour arriver jusqu'au boss, le but étant de survivre et d'aller jusqu'aux 3 actes. Comme dans le jeu vidéo, ce plateau est réalisé et disposé de manière procédurale. Il y a des endroits qui sont clés, mais vous voyez aussi qu'il y a des zones où on va pouvoir placer ces tokens, ce qui fait que ça sera réparti de manière totalement différente. La première zone, c'est toujours une rencontre. Et la première rencontre, comme dans le jeu vidéo, c'est toujours une rencontre plus facile, parce que vous n'avez pas de cartes, vous avez un deck de mer, donc forcément il faut vous aider. Attention, ce ne sont pas les 3 premières rencontres comme dans le jeu vidéo, ce n'est que la première rencontre qui sera plus facile. Vous avez donc votre ennemi qui est ici, c'est un adepte. Ça vous dit tout de suite qu'il a 9 points de vie, et comme c'est un ennemi assez simple, il fera exactement la même chose à chaque tour. C'est à vous de jouer, vous prenez les 5 premières cartes de votre deck, vous avez 9 points de vie, 0 armure, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tanker les dégâts, et vous avez 3 points d'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de jouer vos cartes. Vous voyez que toutes les cartes de base dans ce deck, en tout cas pas toutes, mais celles que j'ai piochées, valent 1 d'énergie, donc je pourrais jouer tout simplement 3 cartes. Mais au fur et à mesure de deck building, peut-être que j'aurai des cartes à 2, des cartes à 3, des cartes à 0. Vous voyez que si l'énergie monte à 6, parce que peut-être qu'on va pouvoir l'augmenter. Et bien tout simplement, je vois que l'ennemi va me faire un dégât, j'ai pas envie de prendre un dégât. Ma première carte, ça sera de gagner 1 point de défense, je baisse techniquement 1 point d'armure, et ça va dans ma défausse. Et puis après, je vais jouer 2 frappes pour mes 2 derniers points d'énergie, ce qui vont faire 2 dégâts. Tout simplement, c'est un deck building, j'ai joué mes cartes, je défausse totalement ma main. C'est donc à l'automa
de jouer à la dette, et bah lui tout simplement ça fait qu'il me fait un dégât, j'ai un point d'armure, je baisse mon armure, je prends pas un dégât. Par contre, il va gagner un petit token de force. La force, ça fait qu'à chaque tour, il fera un dégât de plus, et donc lui, il va cumuler. Bref, c'est la règle classique d'un deck building, sauf que je vous ai dit que les personnages avaient des pouvoirs, et notamment celui-ci, à la fin de mon tour, avant qu'il attaque, eh bien, j'ai mon orbe qui est ironique, parce qu'au début de chaque combat, je canalise une orbe qui est symbolisée ici, j'ai 3 emplacements, mais c'est spécifique aux défectueux. Si vous jouez avec les autres, ils auront d'autres pouvoirs. Et donc à la fin du tour, il afflige un dégât. Donc en fait, il n'était pas à 7, il était à 6. Pas vous complexifier tout de suite le truc. Bref, on enchaîne, on prend les 5 prochaines cartes, et par exemple, on va jouer ici électrisation pour 1 point, qui va faire qu'on va canaliser une autre orbe. Et vous voyez un peu la mécanique du défectueux, c'est que finalement on va canaliser toutes ces orbes et puis ça va faire tous des petits dégâts, ou au contraire ça va faire tous des petits boosts d'armure en fonction de ce qu'on joue. Et puis bah, par exemple on va rejouer 2 défenses parce que du coup on sait que maintenant il va faire 2 dégâts, donc ce qui fait qu'on reprendra toujours pas. C'est la fin de nos tours, nos orbes chironiques se déclenchent, et bien boum boum, il perd 2 dégâts. Et donc on peut peut-être essayer de faire ça, de tanker. Si jamais on le bat, on gagne une pièce. Dans la version collector, vous avez des belles petites pièces en métal, mais sinon ça sera des pièces en token. Et vous récupérez une carte parmi les 3 premières de votre pioche. Comme dans le jeu, vous allez pouvoir améliorer. Donc là, on voit par exemple qu'on a le chaos qui va nous permettre de canaliser une orbe aléatoire. On va lancer un dé parmi les 3 orbes disponibles, etc. Je vais plutôt prendre celle-ci, les autres sont défaussés. Ça, c'est pour le principe du jeu, c'est extrêmement simple, c'est un deck building. Il y a énormément de contenu. Comme je vous ai dit, il y a 4 personnages. Ces personnages-là ont chacun un deck de cartes. Il y a tout ça qu'on va pouvoir acheter pour améliorer notre deck. Et en fait, il y a même plus que ça, parce que vous allez débloquer 3 enveloppes, même si ce n'est pas des enveloppes, vous aurez 3 fois du contenu en fonction de la manière dont vous jouez, des points que vous faites. Plus vous allez loin dans vos parties, plus vous aurez le droit de faire des coches dans votre livre de succès qui permettront de débloquer jusqu'à 3 fois des nouveaux paquets de cartes. Ça, c'était les cartes communes. Vous avez également une quinzaine de cartes rares, qui sont jaunes comme ça, mais bon, peu importe la couleur. De toute façon, la caméra, la luminosité n'est pas suffisante pour que vous voyez bien les couleurs. Donc on a, comme dans le jeu, des cartes qui sont plus rares. Comme dans le jeu, vous allez pouvoir arriver sur des marchands. Le marchand, c'est ce petit tapis qui est là. Quand il est là, eh bien, vous disposez 3 reliques en haut, 3 potions en bas, et puis vous pourrez aussi débloquer 3 cartes comme ça. Les reliques, vous allez pouvoir les acheter, vous allez pouvoir les débloquer en tuant des élites, et vous voyez que les reliques, en plus des 3 que j'ai mis, il y a un énorme paquet comme ça. Imaginons que j'ai acheté toutes celles-là parce que j'ai été pété de thunes, elles viennent dans ma zone de jeu. J'avais déjà une relique que je ne vous ai pas montrée pendant la phase de fonctionnement, parce que je voulais y venir pareil. Les reliques, c'est un truc où on va cumuler toutes ces reliques pendant les parties. Et beaucoup de reliques étaient un petit peu chiantes au niveau de la conception, au niveau de l'entretien, c'est que c'était souvent tous les 3 tours, vous débloquez ça, ou toutes les 10 attaques, vous débloquez ça. Et on va se dire, dans un jeu de société, ça va être impinable de retenir ça. Et donc, ils ont adapté. Maintenant, on va pour la plupart lancer un dé. J'ai fait un 6, et bien je regarde au début de mon combat, j'ai mon dé pipé qui est une relique qu'on a uniquement pour le solo, et je déclenche son effet qui me permet de déclencher la capacité d'une relique. Donc ça me permet d'aller débloquer une autre relique. Masque rouge, on voit que sur un 5 et un 6, je mets un affaiblissement sur un mon ennemi, sur lui par exemple. Et sur la pyramide runique, c'était une fois par combat, retenez autant de cartes que vous le souhaitez. Donc voilà, au lieu d'avoir ces tours à compter, ça va se jouer sur un lancer de dés, ça va rendre la chose beaucoup plus simple. Pour les potions, c'est comme dans le jeu, on a 3 emplacements max pour les potions, on les utilise quand on veut, c'est du one shot, donc ça, il n'y a aucune difficulté. Encore une fois, comme dans le jeu, tout au début, on a mis Nio la baleine qui va pouvoir nous permettre d'avoir une mise en place, un petit départ un peu différent. Comme dans le jeu, on va avoir des hébétements et on va avoir des statuts négatives qui vont venir polluer notre carte, notre pioche, etc. Encore une fois, l'effet est simplifié, mais permet d'avoir la même ressenti, d'être autant gêné que dans le jeu vidéo. Ce qui a été simplifié aussi, qui était un peu chiant dans ma conceptualisation, c'est tous les buffs et les debuffs, c'est-à-dire les poisons, l'affaiblissement ou encore la vulnérabilité. Parce que par exemple un poison, si vous en avez mis 7, il va faire 7 dégâts à la fin du tour, puis on va baisser de 1, ça va passer à 6, et après il va faire 6 dégâts au prochain tour, puis ça va baisser à 5, etc. La vulnérabilité, si vous avez une vulnérabilité de 2, un affaiblissement de 2, ça réduira les dégâts que l'adversaire va faire de 25% pendant 2 tours, si vous avez 2 tokens, et donc au prochain tour, ça va baisser, il n'y aura plus qu'un tour, etc. Ça, pareil, on va se dire 25%, ça va être chiant.
gérer tous les tours, quand est-ce que j'ai mis ce jeton là, est-ce que c'était maintenant au tour d'avant, ça va être chiant. Et ben pareil, ils ont simplifié à l'extrême. Déjà au niveau des dégâts, vous l'avez vu, maintenant on fait 1 dégât par attaque, là où avant c'était 6 dégâts dans les cartes de base. Ils ont modifié les valeurs pour que le calcul soit plus facile à faire. On va faire souvent des 1 dégâts, voire des 2, voire des 3, mais ça va être assez simple, c'est pas trop compliqué à retenir. Les tokens, eh bien, ils ont eu la bonne idée finalement, on les défausse que si l'adversaire fait quelque chose en rapport. C'est-à-dire que ça, son affaiblissement, il va faire 1 dégât de moins par token qu'il a affaiblissement. Il n'y a plus cette idée de 25%, etc. Les calculs sont plus simples. Il y a 2 tokens, il fait moins 2 dégâts. Par contre, il fait moins 2 dégâts quand il attaque, et donc il a attaqué, donc il défausse un token. Si un tour il attaque pas, il va garder ses tokens, ça rend l'entretien plus facile. La vulnérabilité, c'est pareil, ça double les dégâts. C'est plus un bonus de 50%, ça double. Mais c'est du one shot. Le bonus part dès que j'ai fait une attaque à double dégâts. Ça ne dure pas tout un tour, etc. Les poisons, eux, ne se défaussent pas, ils vont se stacker. Donc voilà, ça, c'est facilité au niveau de l'entretien. Il n'y a pas tous les tours, on va retirer des trucs. C'est de l'instantané, les calculs sont ultra faciles à faire. Et ça, c'est parfait. Et enfin, vous allez me dire, lui, l'adepte, il est un petit peu simple. C'est un personnage qui ne fait toujours qu'une seule attaque. Ce n'est pas le cas. Alors, pas meilleur exemple. Voilà, par exemple ça. Et puis, on va mettre cet autre ennemi. Imaginons que c'est possible d'avoir cette composition-là. Eh bien, vous le voyez, il y a des ennemis, eux, qui vont avoir une action en fonction du dé. Vous ne savez pas exactement comment ils vont agir. Vous le savez au début du tour. Il a fait 6, on sait qu'il va me faire un hébétement. Mais ce D6-là correspond aussi à l'activation de mes reliques. Tout est lié, il n'y a pas 15 lancers de dés, c'est un dé unique qui va régir tous les ennemis et tous nos bonus. Le grand slime, lui, vous voyez qu'il n'y a pas de dé. Il a 3 possibilités. Eh bien, au début de la partie, il commence sur un cube rouge, tout en haut. On sait qu'il va faire un dégât à tous les ennemis. À la fin de sa phase d'action, il va baisser le cube d'un coup. Ce qui veut dire qu'en fait, il va faire un cycle, une rotation. Attention, il y a certains ennemis avec des zones grises. Les zones grises, il ne les fera qu'une fois et donc la rotation sera des fois un peu plus accélérée. Donc, ça aussi, on sait facilement ce que l'ennemi va faire. Ça ne demande pas trop d'entretien. C'est pas 15 ennemis qui vont faire 15 trucs différents. C'est assez synchronisé. Franchement, c'est parfait au niveau de l'adaptation. Ça prend pas trop de place mentale, trop de charge mentale, c'est vraiment parfait. L'autre truc qui était un petit peu chiant et que moi j'attendais avec impatience, c'est justement ce défectueux. Ce défectueux a un pouvoir spécial, c'est donc avec ses orbes qui vont faire tuc 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 tuc. Normalement, on a 3 emplacements d'orbes, ce qui est potentiellement étendable, et il y a un roulement, c'est-à-dire que c'est toujours l'orbe la plus à droite qui, à la fin du tour, fait son effet passif, qui sera un peu plus important, c'est-à-dire que normalement, c'est pas 1 dégât, mais 3 dégâts pour une orbe chéronique, mais ça sera que celle la plus à droite. Et quand tous les emplacements sont pleins, c'est la plus à droite qui s'active encore et qui disparaît, et donc c'est une rotation comme ça qui peut être un peu galère à gérer, parce qu'à chaque fois, il faut tout déplacer, tac, tac, tac. Là, vous ne déplacez plus rien, vous n'avez que 3 orbes, 3 emplacements, ça ne sera pas augmenté, et en tout cas, je ne crois pas, parce que je ne suis pas tombé sur la carte qui permet d'augmenter les spots. Et bien, je vous dis des bêtises, je ne l'ai juste pas pioché, parce qu'elle existe. Donc on va pouvoir augmenter nos spots, mais il n'y a plus ce roulement. Quand on active de la fin du tour, on active tous nos orbes. Ils feront un peu moins de bonus, mais comme on les active tous, finalement c'est équivalent. Et quand on a un excès d'orbes, on n'active pas celle la plus à droite, on active celle de notre choix, et donc on le supprime et le remet. Ça rend encore une fois l'entretien beaucoup plus simple. Franchement là-dessus, c'est un travail d'adaptation parfait. Alors finalement, toutes mes craintes ont été levées par cette adaptation. Ce qu'on ne peut pas lui retirer, c'est que ça reste plus long. Une partie, un acte, c'est 30 minutes. Sur la boîte, c'est écrit, il me semble, 1 heure, 1 heure et demie. Et bah oui, il y a 3 actes, sans spoil. Parce que, bref, sans spoil. Il y a 3 actes, 1 heure et demie, 30 minutes chacun. Ça correspond bien. 1 heure, parce que oui, souvent, vous n'irez peut-être pas jusqu'à la fin, vous perdrez en cours de route. Donc oui, je suis d'accord. Alors, une demi-heure, parce que moi, je connais bien le jeu, je connais bien les effets, etc. Ça enchaîne. Donc probablement que vous, sur vos premières parties, ça durera un peu plus longtemps. Ça dure 1 heure et demie si vous faites la totalité. Donc c'est plus long, parce que finalement, sur le jeu vidéo, il y a de l'entretien automatique. Donc une run complète, je mets à peu près, allez, je pense que ça va être 50 minutes. Je me suis jamais chronométré, mais souvent je joue et je me dis, mince, ça fait quasiment 1 heure que je joue, donc ça doit être ça. Donc oui, c'est plus long. C'est peut-être 2 fois plus long, parce que à chaque fois que votre deck est vide, vous le mélangez, tout ça. En plus, quand vous mélangez, généralement, vous prenez votre temps, parce que quand on mélange, on aime bien mélanger son deck. On fait ça pendant 15 plombes. Bref, vous le saviez mieux que moi. Donc oui, ça prend plus de temps, mais finalement, ça reste assez contenu. Ça reste quand même un jeu à niveau deck building avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de contenu, et c'est pas du tout déconnant de jouer aussi longtemps à ce jeu. On n'a pas l'impression que le temps est long. Alors,
Peut-être que vous enchaînerez un peu moins de parties, c'est une certitude. D'ailleurs, rien ne vous empêche de vous arrêter après un acte, de sauvegarder, il y a un système de sauvegarde, et de recommencer. Vous pouvez même commencer directement à l'acte 2, voire à l'acte 3, il y a un petit système qui vous permet de commencer avec un certain nombre de pièces, avec un certain nombre de pièces d'équipement, etc. pour se lancer dans une partie rapide parce que vous aimez bien le boss de l'acte 3 et que vous voulez jouer contre lui, ou qu'au contraire parce que vous avez du mal à le battre et que vous voulez tryhard. Je vous l'ai pas dit aussi, parce que ma tablette avec mes notes est déchargée, du coup j'ai tout perdu. Vous pouvez aussi débloquer l'ascension. Vous avez 13 niveaux de difficulté. Ça va pas jusqu'à 20, mais c'est déjà quand même pas mal. Vous avez des succès et vous avez aussi les défis quotidiens dont je vous avais parlé, qui nécessitent de mélanger, de tirer 2 dés qui vont vous donner votre bonus et votre malus. Donc vous avez vraiment énormément de contenu, autant de contenu que dans le jeu vidéo. Finalement, la seule différence, c'est que vous n'aurez pas les scoring, vous n'aurez pas un leaderboard mondial pour ces défis quotidiens. Donc je vous disais, c'est plus long, ça c'est une certitude. C'est plus cher aussi, c'est 110 €, 105 € sur Ludum, mais avec le pass, je crois que c'est 98. C'est plus cher, c'est 10 fois plus cher, ça reste une certitude. Mais il y a quand même beaucoup de matériel. Il y a plein de cartes, le jeu est vendu avec les sleeves, parce que, oui, ça je vous l'ai pas dit, les cartes, vous pouvez les améliorer. Pour les améliorer, ça voudrait dire avoir 2 fois plus de cartes? Non, ils ont été malins. L'amélioration, elle est au verso de la carte. Et donc c'est pour ça que c'est important de sleever, parce que finalement, sinon, quand vous mélangez vos cartes, vous ne savez plus quel côté c'est. Donc vous avez possibilité de retourner la carte directement, et vous avez notre truc. Et ça, c'est vraiment astucieux, parce que qui dit deck building dit on mélange souvent. Et qui dit qu'on mélange souvent un jeu, dit qu'on va le sleever forcément. Donc là, ils ont eu l'idée de déjà intégrer les sleeves et de mettre l'amélioration au verso. Vous le saviez déjà probablement, parce que ça avait fait pas mal de bruit, mais je trouve ça habile. Donc finalement, 110 € pour plein de cartes. Parce que là, vous avez que les cartes de l'acte 1, mais il y a plein de contenu pour finalement 4 personnages, pour quelques petites figurines, des tokens, des meeples. Finalement, je trouve pas ça si déraisonnable que ça. Il faut quand même bien se le dire. Mais ça reste 10 fois plus cher que le jeu vidéo. Ça, c'est un argument que je ne pourrais pas contrer. Donc du coup, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire, si vous souhaitez investir ou pas. Moi, finalement, parce que quand j'ai joué à ce jeu, j'ai fait déjà quelques parties. Juste après avoir joué, je suis allé me coucher et j'ai refait une partie sur mon téléphone. Et donc on se dit, quel est l'intérêt d'avoir ce jeu si on y joue aussi sur le téléphone? Des fois, on a envie de jouer à un jeu. On n'a pas envie de se lancer dans des nouvelles règles, on veut jouer à un jeu qu'on connaît bien. Là, c'est clairement le genre de jeu, facile à installer mine de rien, où on peut faire autre chose. Moi, je peux jouer à Slay the Spire en regardant la télé. Notamment, quand j'ai joué à Slay the Spire pour ma première partie, je l'ai fait en regardant un match de foot. Parce que finalement, je connais les règles, c'est mon petit jeu où je joue un peu en automatisme, j'ai le plaisir de toucher des matériels, de manipuler des cartes, de voir un truc qui prend un bel espace, et surtout, je suis un peu plus redressé. Et du coup, qui dit que je suis un peu plus redressé, fait que je suis un peu plus face à la télé ou à mon écran d'ordinateur. Là où souvent, quand je regarde des matchs de foot, je suis sur mon téléphone comme ça, en train de jouer à Slay the Spire. Mais du coup, comme ça, on est quand même beaucoup moins attentif à ce qui se passe sur l'écran. Donc oui, je suis en train de vous dire que Slay the Spire, c'est un jeu à acheter pour pouvoir jouer, pour pouvoir regarder la télé en même temps. Mais voilà, c'est que finalement, ça a comme sa place dans une ludothèque pour un joueur solo, parce que ça permet, des fois, c'est le petit jeu automatique, passionnant, riche, mais finalement on arrive à se libérer un peu d'esprit si on est assez dedans. Après, vous n'êtes pas obligé de regarder la télé en jouant, hein. Mais voilà, c'est un peu la différence, être sur le téléphone et quand même avoir le plaisir de manipuler des choses. Et puis finalement, le plus gros argument pour jouer à ce jeu, mais moi ça ne me concerne pas, c'est que ça rajoute un mode coopératif. On va y revenir quelques secondes. Vous avez vu ici qu'il y avait des emplacements, qu'il y avait ma figurine posée là. En fait, on va chacun poser nos figurines et puis chacun aura une ligne d'ennemis à affronter. Donc chacun sera dans son coin, chacun jouera de manière simultanée, mais on va pouvoir s'aider. On va pouvoir s'envoyer de l'armure, on va pouvoir faire, on aura certaines cartes qui vont permettre d'avoir un peu d'interaction. J'ai pas trop suivi les règles coopératives, je vous l'avoue, parce que moi ça m'intéresse pas, mais il y a ce petit côté jouable à 2, voire à 3, voire à 4, parce qu'on peut jouer avec tous les persos. Je pense que 2 c'est quand même déjà pas mal. Le boss lui va foutre des tatanes à tout le monde, donc il est en même temps sur la ligne de tout le monde. Mais voilà, il y a ce petit côté coopératif qui peut être un point positif pour ceux qui veulent y jouer, mais moi joueur solo ça ne me concerne pas, c'est vraiment mon jeu doudou. Quand je sais pas quoi faire, ça va être ce genre de jeu que je vais lancer. Pour moi c'est un Zogmador, il a corrigé, il a balayé toutes les craintes que je pouvais avoir. L'entretien est simple, la gestion est simple, la mise en place est simple, les durées de partie sont pas trop longues, on a parfaitement la sensation du jeu avec quelques petites adaptations, non pas des règles, si des règles, mais aussi des cartes qui font que c'est ultra fluide. Ça reste plus long, ça reste beaucoup plus cher. Donc, à vous de voir ce que vous en faites, mais pour moi,
c'est le meilleur jeu de 2024 pour l'instant. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas un petit commentaire, le petit pouce, il y a des liens affiliés si jamais vous voulez craquer sur Ludum. Je crois qu'il est épuisé, mais sur Ludum, je gagne 7%, donc si vous achetez 7% de 110 €, et bah ça me fait, enfin 98 € avec le pass, ça me fait plus ou moins 7 €, et donc ça, c'est picobello, je me paie des vacances aux Bahamas. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, non pas des liens affiliés, mais du jeu, et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.